Marcher ou courir pour la bonne cause, c'est le retour d'Octobre Rose et ses défis sportifs contre le cancer du sein. Bonjour Jo Guillemin. Bonjour. Vous organisez la Yule, 6e édition le 6 octobre. Ça se passe dans le Nord, à Prémec. D'abord, dites-nous de quoi est-ce qu'il s'agit ? Alors la Yule, c'est l'événement sportif annuel de l'association Mes Amis, Mes Amours, une association que j'ai créée il y a 6 ans. Et la Yule, c'est une course de 10 km, une marche de 6,5 en famille, entre amis, entre collègues. Et objectif de cet événement, rappeler que le sport est super important pour la santé. Et aussi ramener des fonds à l'association pour que l'association puisse tourner toute l'année. L'importance et du sport et de ramener des fonds. À qui ça s'adresse ? C'est pour qui ? À tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde, des hommes, des femmes, des enfants. Les chiens sont bienvenus aussi sur le parcours de la marche. Des malades, des non-malades. Ça s'adresse à tout le monde. Objectif, c'est vraiment rappeler que le sport est bon avant, pendant et après la maladie. Alors, on va prendre le temps de revenir sur cette course assez unique en son genre. Mais d'abord, on va s'arrêter, si vous le voulez bien, sur votre parcours, puisque le cancer du sein, vous connaissez bien. Oui. Vous aviez 39 ans quand vous avez été diagnostiqué. Tout à fait. C'était en pleine préparation d'un marathon, le marathon de New York. Racontez-nous. Alors, en fait, l'histoire, c'était les 40 ans de mon mari en septembre 2008. Et on l'a inscrit, on lui a offert tous les copains le marathon New York. Et comme je commençais à courir, je venais faire mon premier semi-marathon. Je me suis dit, tiens, j'ai 1 an, moi, pour m'entraîner. Allez, je m'inscris aussi. Et puis, décembre 2008, je devais faire un bilan éco-mammo, puisque quand j'étais jeune, à 17 ans, j'ai déjà été touchée par un nodule, mais qui était bénin. Donc, j'étais assez suivie, en fait. Tous les 2 ans, je faisais une éco-mammo. Et puis là, 6 mois avant, ils avaient trouvé quelque chose, mais qui était bénin aussi. Mais donc, je faisais un nouveau contrôle. Et à ce nouveau contrôle, moi, j'y suis allée un peu tranquille, les mains dans les poches, en me disant, ça va être comme la dernière fois. Et finalement, ça n'a pas été comme la fois précédente. Et là, on m'a mis le mot cancer sur le moment. Donc, voilà, ça a été compliqué. Parce que ça a été très rapide. On était le 18 décembre et le 22 décembre, j'étais opérée. Avant de revenir sur l'opération, comment est-ce que vous avez vécu le moment du diagnostic ? Parce que c'est aussi un moment très difficile que traversent les femmes à ce moment-là. C'est un drôle de moment en fait où on entend le mot, mais sur le coup on comprend pas. Et puis d'un seul coup, c'est en fait moi ce vécu, je l'ai vécu comme si je me noyais en fait. J'ai eu la sensation qu'on me tirait par les pieds parce que moi j'étais dans une période de ma vie où ça allait très bien, j'étais en pleine forme et j'avais l'impression de nager dans un océan bleu juste magnifique. Et puis finalement j'ai eu cette sensation qu'on me tirait par les pieds et qu'on me noyait. Et vraiment, j'ai eu cette impression que tout allait trop vite, que c'était un vrai tourbillon. Et puis finalement, les médecins ont activé le sujet, puisqu'il y avait urgence a priori. Et là, ça y est, on part dans cet océan et on est embarqué dans cet océan. Et moi, j'ai eu cette impression que les médecins, c'était mes petites bouées. Que mon mari, c'était ma petite bouée, que mes enfants, mes amis étaient mes petites bouées, ma famille était mes petites bouées. Et là, j'ai pu ressortir la tête de l'eau à partir du moment où je me suis sentie portée par tout le monde. Tout est allé très vite, vous l'avez dit. Très vite. Hospitalisation, ablation, chimio, perfusion d'1 an d'anticorps, radiothérapie, hormonothérapie. 5 ans. 5 ans. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme. J'ai plus aucun traitement. Je suis suivie tous les ans pour vérifier qu'il y a rien qui est arrivé ailleurs. Non, aujourd'hui, je suis en pleine forme et là, maintenant, je donne plutôt tout mon temps pour aider celles à qui ça arrive. Vous venez de parler des bouées que sont ces médecins, que sont vos enfants, votre mari. La famille, comment est-ce que vos filles, votre époux ont réagi et vous ont accompagné ? Alors, mon mari m'a énormément accompagnée dans l'humour, parce que mon mari est un homme génial, très rigolo. Comme beaucoup d'hommes. J'espère. Et alors, ça a été, il a porté la maison presque pendant 1 an et demi, gérer les enfants, gérer tout ce que moi je pouvais plus faire. Parce que j'ai eu vraiment des périodes super compliquées en chimio. Et puis après, toutes les opérations qui ont pu suivre et les reconstructions. Donc, il y a vraiment eu 1 an et demi un peu compliqué. Donc, il a porté les enfants, il a géré la maison, les courses, l'organisation. On en parlait justement ce matin et il me disait que c'était pas une période super facile et qu'heureusement qu'il avait des amis lui autour qui étaient là aussi pour être ses petites bouées à lui. Et les enfants, l'aîné avait 15 ans, ses 2 sœurs, donc ce sont 3 filles, ses 2 sœurs plus jeunes avaient 13 ans, sont des jumelles.
Alors sur les 3, il n'y en a pas une qui a réagi de la même façon. On leur a annoncé en essayant de faire un peu d'humour. Bon, c'était pas très simple. Pas évident aussi d'annoncer à des jeunes filles en pleine construction qu'on on va nous enlever un sein, hein, parce que c'était quand même le sujet. Donc c'était pas facile. Alors il y en a une qui s'est un peu cachée en partant chez ses copines. Il y en a une qui a été ultra proche et l'autre qui l'a vécu plutôt tranquille. Voilà. Donc chacune à sa façon. Et aujourd'hui, 15 ans après, elle nous remercie d'avoir vécu ça parce que ça nous a rapprochés. Enfin, on était déjà une famille assez soudée, mais alors là, voilà, très très soudée. Quelle est l'importance de la connaissance génétique? Par exemple, là, vous parlez de vos filles. J'imagine que ça peut être précieux aussi dans la lutte contre le cancer. Oui, alors c'est très très précieux. Sauf que moi, il y a 15 ans, on faisait pas les tests génétiques s'il n'y avait pas déjà quelqu'un dans la famille qui était touché, ce qui était mon cas parce que j'étais la première. Aujourd'hui, on n'a pas lancé les tests génétiques. On pourrait maintenant, mais c'est hyper précieux en effet parce qu'on peut prendre les choses en amont et du coup prévenir plutôt que guérir. Mais en tout cas, chez nous, on le sait pas. Et en même temps, peut-être pas facile aussi de le savoir parfois, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on a cette information-là? Je sais pas. Seul devant votre glace, sans cheveux, avec un sein en moins, c'est ce que vous avez vécu. Et vous dites que le sport aussi, parce que là, il y a toutes ces bouées humaines, mais le sport vous a sauvé. De quelle manière? Alors, le sport m'a sauvé parce que mon objectif était de faire un jour ce marathon, le marathon de New York. J'ai pas pu le faire à l'annonce de la maladie. Il s'est passé 5 ans de traitement pendant lesquels j'avais absolument pas les compétences physiques pour tenir un marathon. Et du coup, en fait, j'ai considéré que le sport m'avait sauvée parce que dès que je pouvais, je mettais mes baskets. Dès que je pouvais, j'allais marcher. J'avais même des copines qui venaient me sortir de mon lit, qui me mettaient mes baskets. Ils me disaient, allez, faut marcher. Un jour, tu devras faire un marathon. Et dès que j'ai pu reprendre la course, j'ai repris la course. Et en fait, c'était mon étoile, je sais pas, mon objectif. C'était le sport, c'était ce marathon. Et je pense que outre les médecins, les traitements, et enfin tout ce qu'on a pu m'apporter, le sport a fait partie majoritairement de mon traitement en fait. À vous écouter, on a l'impression que le sport, on sait qu'il est bénéfique pour lutter contre le cancer du sein, mais c'est pas tant le sport en tant que tel que le fait d'avoir une habitude de sortir, de se motiver, de se bouger. Ouais, je pense que c'est aussi très très psychologique. À partir du moment où on bouge, on est bien dans sa tête. Donc si on est bien dans sa tête, on est mieux dans son corps et notre corps réagit mieux. Et c'est sûr que de tous les jours se dire je vais bouger un petit peu, bah forcément on va bien, on a des endorphines qui nous portent. Je pense que le sport, il a ça aussi comme bénéfice sur le corps. Et vous avez créé ensuite Mes Amis, Mes Amours. Quel est l'objectif? Aider, à mon tour. Alors Mes Amis, Mes Amours, c'est en rapport à tous mes amis, mes amours qui m'ont aidé. Moi, quand j'étais pas bien. La petite bouée, elle est dans le logo. Pour rappeler l'importance de l'entraide. Et l'objectif, c'est d'aider directement les patientes, et patients d'ailleurs, puisque comme moi, j'ai traversé cet univers-là, j'ai découvert beaucoup d'associations, mais qui aidaient pour la recherche, tant mieux, parce qu'on en a horriblement besoin, mais très peu qui aidaient directement les patientes. Et dans mon parcours, j'ai rencontré des femmes qui n'avaient pas d'argent pour se payer la perruque qu'elles avaient envie de mettre sur leur tête, malgré la sécurité sociale, malgré leur mutuelle. Et j'ai trouvé ça juste terrible, en fait, que l'argent soit encore un frein, même dans le cadre de la maladie. Jo Guillemin, vous avez fondé donc l'association Mes Amis, Mes Amours, à l'origine de cette course solidaire à La Yule. L'interview en intégralité va être à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France. À propos de cette association, Mes Amis, Mes Amours, vous dites c'est pour du concret. Vous dites il y a des associations qui aident à la recherche, qui aident Ça veut dire quoi pour du concret? Ça veut dire, vous venez d'évoquer la perruque, des brassières. C'est pour qui? Comment est-ce qu'on prend contact avec vous? Alors, c'est pour toute personne qui est dans le besoin, qui est dans un parcours de maladie. Alors, je demande pas les revenus fiscaux de ces personnes qui viennent vers nous. Pourquoi? Parce que il y a la maladie, il y a les problèmes financiers. Je me dis, si en plus on doit rajouter de montrer ses revenus, enfin, je trouve ça juste abominable. Et d'autant plus que quand on cherche une perruque, par exemple, on en a besoin tout de suite. Donc, si on doit monter un dossier social, c'est très long. Moi, l'ayant vécu, ma prothèse capillaire, je la voulais tout de suite et je voulais l'avoir prête au cas où ça tombe tout de suite. Et donc, du coup, j'aide. En fait, je reçois un message. Alors, ça vient des patientes elles-mêmes, ça vient des hôpitaux, ça vient des pharmaciens aussi. De plus en plus de pharmaciens ont des petits coins maintenant assez cosy pour aider les personnes à choisir tout ce qui est prothèse. Ça vient de coiffeurs, ça vient de coiffeurs spécialisés, de socio-coiffeurs. On m'envoie un dossier, une facture.
on m'explique un petit peu l'histoire de la personne, mais c'est tout. Et moi, du coup, j'aide sur la différence qu'il y a entre le prix de la perruque, la prise en charge sécu mutuelle, et moi, je verse tout simplement par virement. Plus de 60 000 femmes sont diagnostiquées chaque année. Et donc, statistiquement, plus de 18 000 risquent de perdre leurs cheveux par chimio, dont près de 3 000 qui vivent donc sous le seuil de pauvreté et donc qui peuvent avoir besoin de cette aide financière. Même si dans l'inconscient ou aussi dans la réalité, on peut se dire, mais en fait, un cancer, c'est pris en charge à 100%. Donc... Oui. Alors, c'est pris en charge à 100% sur les traitements, c'est pris en charge à 100% sur les rendez-vous, sur les échos, les mammos, enfin tous les spécialistes que vous allez rencontrer, les traitements que vous allez avoir, chimio, oraux ou autres, qui coûtent excessivement cher. Heureusement, c'est pris en charge. On a cette chance-là en France, d'ailleurs. Mais il y a tous les petits à côté dont on ne se rend absolument pas compte. Par exemple, le surcoût d'une prothèse capillaire. Parce que parfois, on a envie d'une prothèse capillaire où le cheveu... c'est pas forcément aller chercher des trucs très très chers parce aux cheveux ultra naturels, mais on a une forme de tête qui est pas adaptée à la perruque qui est remboursée. On a une matière de cheveux, une forme de cheveux qu'on ne trouve pas dans les prothèses remboursées. Ça peut être après tout simplement des petites choses. C'est plein de petites choses qui se cumulent en fait. C'est du vernis parce qu'en fait la chimio attaque les ongles, mais si on a un vernis spécifique, ce vernis fait que votre ongle est protégé. Ça va être de la crème parce qu'on a la peau ultra desséchée par les traitements. Ça va être du sport, si pourquoi pas. Et il faut peut-être du matériel aussi pour reprendre le sport parce que si on a un sang en moins, il faut mettre une prothèse dedans. Une prothèse pour aller à la piscine, celle-ci, elle va pas être prise en charge par la sécurité sociale. Moi, je vais aider justement à financer pour pouvoir reprendre le sport. C'est plein d'à côté, en fait. Et puis, c'est malheureusement des moments où financièrement, on gagne peut-être moins sa vie parce qu'on travaille moins, ou qu'on se retrouve avec d'autres soucis. Et en fait, tout ça, on s'en rend pas compte. Mais cette période de maladie, c'est une période financière très compliquée, en plus des traitements. Certaines femmes refusent la chimio pour des raisons esthétiques. Est-ce que vous pouvez le comprendre ? Alors, moi, personnellement, non, je peux pas le comprendre, mais je l'entends. C'est sûr que la première réaction qu'on a quand on nous parle d'une chimio, quand on nous annonce un cancer du sein, on s'imagine sans cheveux. Ça repousse. Ça reste quand même un moment très, très compliqué pour une femme. Mais de là à ne pas aller au traitement, on a quand même cette chance d'avoir ces traitements. Il faut accepter, quoi. Vous venez d'évoquer le plan professionnel, on y pense peu effectivement, mais c'est logique en fait que la carrière, elle pâtit de cette période. Vous avez une carrière dans le marketing, d'abord en agence, puis chez des noms comme Okaidi ou Nocibé. Aujourd'hui, vous êtes à votre compte. De quelle manière est-ce que ce cancer a orienté votre vie professionnelle ? Alors, la petite histoire, c'est que quand j'ai eu l'annonce du cancer en décembre, au mois de juin précédent, je venais de monter ma première petite agence personnelle et j'ai dû tout arrêter puisque j'avais compris que ça allait être compliqué pendant plusieurs mois. Donc, j'ai pas pu travailler. Donc, je venais de monter mon entreprise. Donc, ça a été une période vraiment financièrement un peu étonnante, on va dire. Après, une fois que j'étais sortie de tous ces traitements, j'ai compris que j'étais plus invincible. Et du coup, je me suis dit, je vais me remettre en salarié quelque temps. Donc, j'ai repris un job de salarié pour me remettre déjà en confiance. Est-ce que j'étais encore capable de travailler après la chimio ? Parce que la chimio atteint quand même le cerveau. Et on appelle ça le chemobrain. Voilà les grands mots. Mais on cherche un peu ces mots. Post-chimio, on est un petit peu perdu psychologiquement. Donc, je savais pas si j'étais encore capable de travailler. Donc, je me suis réessayée au travail. J'étais capable de travailler. J'ai repris des postes donc dans le marketing. Et quelques temps après, j'ai dit là, ça y est, maintenant je rebascule et je me remets à mon compte parce que voilà, j'avais refait mes preuves et je me sentais plus capable. Ça, c'était sur le plan professionnel. Sur le plan personnel, vous êtes, si je me trompe pas, à 32, 33 ans de mariage ? Oula, joli, 32 ans de mariage. De quelle manière est-ce que, ce cancer, cette épreuve a influé sur votre relation ? On a toujours été ultra proches, mais là, c'était encore mieux, quoi. On a vécu une période très compliquée où tous on s'est rendu compte qu'on n'était pas invincible en fait et que notre vie elle basculait d'une seconde à l'autre. Et je pense qu'on a pris vraiment la bonne partie de l'histoire de se dire allez, on profite de la vie. Donc on essaye de profiter au maximum de la vie. Avec le recul, 15 ans après la maladie, on en profite toujours, mais bon, heureusement, parce que c'est loin, et malheureusement, il y a les aléas de la vie qui reprennent le dessus, parfois. Mais non, ça a apporté énormément de positif dans notre famille.
On y revient à la Yule, donc cette course organisée après Mecque le 6 octobre. C'est la 6e édition. Le plus simple pour s'inscrire, si vous dites-moi si je me trompe, mais on tape Mes Amis, Mes Amours dans un moteur de recherche, on tombe directement sur le site de l'association. On peut et on va sur la page la Yule et vous trouverez un petit lien pour vous inscrire. L'an dernier, c'était 1650 inscrits. J'imagine que vous visez plus. On vise plus. Écoutez, hier, j'ai fait mes petits calculs. À date, à 15 jours de la Yule, on est à 44% d'inscrits en plus que l'année dernière. Donc, on espère, on vise les plus de 2000 cette année. On croise les doigts. Avec, et ce n'est pas le carnaval de Dunkerque, avec des perruques. Oui. Des perruques roses, expliquez-nous. Alors, pourquoi les perruques roses? En fait, la première aide qu'a apporté l'association, donc c'est l'aide des prothèses capillaires. On se trouve sur une période octobre rose et du coup j'ai voulu faire un lien entre octobre rose et les prothèses capillaires que finance l'association. Et du coup à chaque inscription, quand on est coureur, on nous offre un t-shirt souvent aux inscriptions. Et ben nous on offre une perruque rose et du coup on a vraiment ce lien visuel et on a un départ juste incroyable. Il y a une vague de rose qui déferle dans Pré-Mecque, c'est magique. Avec, vous l'avez souligné, des coureurs, mais des marcheurs aussi. Les deux. Voilà, on n'est pas obligé d'être un sportif aguerri pour participer. On peut même venir tranquille en poussette avec les enfants, voilà, pas de souci. Est-ce qu'aujourd'hui, vous iriez jusqu'à dire que ce que vous avez vécu, c'était une chance? Ouais, j'ose le dire. Alors pas à tout le monde, parce que j'ai une fois osé le dire à une personne qui elle ne vivait pas vivait des choses très compliquées depuis. Donc je fais attention maintenant quand je le dis. Mais oui, avec les 15 ans de recul, j'ose dire que malgré tout, c'est une chance. En fait, ça m'a amené vers cet associatif. Je pensais absolument pas être faite pour ça. En tout cas, je le savais pas. Et je pense que ça m'a apporté des valeurs de la vie que je connaissais pas. Vous voulez dire que ça vous a ouvert d'autres fenêtres sur vous-même? Oui, complètement. Sur moi-même, sur les autres, sur l'envie d'aider, ça m'a ouvert à autre chose. Aujourd'hui, j'aide d'autres patientes, je les écoute, je les accompagne. Je pense que j'aurais jamais fait ça avant. Quand on vous écoute, on a du mal à imaginer que pour d'autres femmes, c'est totalement l'inverse. Ça peut être un terrible cauchemar qui dure encore des années. Vous leur dites quoi à celles qui peut-être sont dans ces moments de doute, justement, dans ces moments difficiles? Moi, ce que je leur dis souvent, c'est qu'il faut accepter cette parenthèse de vie. C'est une vraie parenthèse qui nous enferme dans moi, mon corps, mon histoire, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, c'est vraiment leur dire, allez, accepter, c'est quelques mois ou peut-être quelques années, entre parenthèses, mais un jour, ça revient. Un jour, quand on traverse cet océan avec ses petites bouées, on va sur une autre rive, et sur cette autre rive, la vie est quand même belle. Merci Jo Guillemin pour votre témoignage. Je rappelle que vous avez fondé l'association Mes Amis, Mes Amours, à l'origine donc de cette course solidaire, la Yule, dont la 6e édition se tient le 6 octobre.